Le Phédon de Platon dialogue sur l'immortalité de l'âme et la transmigration des âmes. Suite. Ékécrate. Par les dieux, Phédon, je vous excuse, car moi-même, après t'avoir entendu, je me prends à me dire en quel argument aurons-nous foi désormais, quand celui de Socrate qui était si convaincant est à présent tombé dans le discrédit. En effet, cette opinion que notre âme est une espèce d'harmonie a toujours eu et a encore aujourd'hui une merveilleuse prise sur moi, et l'exposé qu'on en a fait m'a fait souvenir que moi aussi j'avais jusqu'à présent été de cet avis. C'est donc à recommencer pour moi, et j'ai grand besoin d'une nouvelle preuve pour me persuader que l'âme du mort ne meurt pas avec lui. Dis-moi donc, au nom de Zeus, comment Socrate poursuivit la dispute, si lui aussi, comme tu le dis de vous, parut ou non contrarié, s'il se porta doucement au secours de son argument, enfin si le secours qu'il lui porta fut efficace ou insuffisant. Raconte-nous tout en détail aussi exactement que tu le pourras. Phédon. Je puis dire, Ékécrate, que Socrate m'a souvent étonné, mais je ne l'ai jamais plus admiré qu'en cette circonstance où j'étais à ses côtés. Qu'il eût de quoi répondre, il n'y avait sans doute là rien de surprenant de la part d'un homme comme lui, mais ce que moi j'admirais le plus, c'est la bonne grâce, la bienveillance, la déférence avec lesquelles il accueillit les objections de ces jeunes gens, puis la sagacité avec laquelle il se rendit compte de l'impression qu'elles avaient faite sur nous, et ensuite l'habileté avec laquelle il guérit nos inquiétudes et nous rappelant comme des fuyards et des vaincus, nous ramena face à l'argument pour le suivre et l'examiner avec lui. Ékécrate. Comment s'y prit-il ? Phédon. Je vais te le dire. J'étais assis à sa droite, près de son lit, sur un siège bas, et lui à une place beaucoup plus élevée que la mienne. Il me caressa la tête, et prenant dans sa main les cheveux qui pendaient sur mon cou, car c'était son habitude de jouer avec mes cheveux quand il en avait l'occasion. Demain, Phédon, dit-il, tu feras sans doute couper ces beaux cheveux-là. Apparemment, Socrate, répondis-je. Non pas si tu m'en crois. Alors, que veux-tu que je fasse ? Demandai-je. C'est aujourd'hui, dit-il, que je ferai couper les miens et toi les tiens, si notre argument meurt et que nous ne puissions pas le ramener à la vie. Moi, si j'étais toi, et si l'argument m'échappait, je ferais le serment, comme les Argiens, de ne pas laisser pousser mes cheveux avant d'avoir repris les armes et vaincu le raisonnement de Simmias et de Cébès. Mais contre deux, Héraclès lui-même, dit-on, n'est pas de force. Eh bien, reprit-il, suppose que je suis Ioléos et appelle-moi à l'aide tandis qu'il fait encore jour. Je t'y appelle donc, non comme Héraclès, mais comme Ioléos appelant Héraclès. Peu importe, dit-il. Mais avant tout, mettons-nous en garde contre un danger. Lequel, dis-je, c'est, dit-il, de devenir misologue, comme on devient misanthrope. Car il ne peut rien arriver de pire à un homme que de prendre en haine les raisonnements. Et la misologie vient de la même source que la misanthropie. Or, la misanthropie se glisse dans l'âme quand, faute de connaissance, on a mis une confiance excessive en quelqu'un que l'on croyait vrai, saint et digne de foi, et que, peu de temps après, on découvre qu'il est méchant et faux, et qu'on fait ensuite la même expérience sur un autre. Quand cette expérience s'est renouvelée souvent, en particulier sur ceux qu'on regardait comme ses plus intimes amis et ses meilleurs camarades, on finit à force d'être choqué par prendre tout le monde en aversion et par croire qu'il n'y a absolument rien de sain chez personne. N'as-tu pas remarqué toi-même que c'est ce qui arrive ? Si, dis-je. N'est-ce pas une honte ? Reprit-il. N'est-il pas clair que, lorsqu'un tel homme entre en rapport avec les hommes, il n'a aucune connaissance de l'humanité, car s'il en avait eu quelque connaissance, en traitant avec eux, il aurait jugé les choses comme elles sont,
c'est-à-dire que les gens tout à fait bons et les gens tout à fait méchants sont en petit nombre les uns et les autres, et ceux qui tiennent le milieu en très grand nombre. Comment l'entends-tu ? Demandai-je. Comme on l'entend, dit-il, des hommes extrêmement petits et des hommes extrêmement grands. Crois-tu qu'il y ait quelque chose de plus rare que de trouver un homme extrêmement grand ou petit, et de même chez un chien et en toute autre chose, ou encore un homme extrêmement lent ou rapide, beau ou laid, blanc ou noir? N'as-tu pas remarqué qu'en tout cela les extrêmes sont rares et peu nombreux, et que les entre-deux abondent et sont en grand nombre? Si, dis-je. Ne crois-tu pas, ajouta-t-il, que, si l'on proposait un concours de méchanceté, ici encore, on verrait que les premiers seraient en fort petit nombre? C'est vraisemblable, dis-je. Oui, c'est vraisemblable, reprit Socrate, mais ce n'est pas en cela que les raisonnements ressemblent aux hommes. C'est toi qui tout à l'heure m'as jeté sur ce sujet et je t'ai suivi. Mais voici où est la ressemblance. Quand on a cru, sans connaître l'art de raisonner, qu'un raisonnement est vrai, il peut se faire que, peu après, on le trouve faux, alors qu'il l'est parfois, et parfois ne l'est pas, et l'expérience peut se renouveler sur un autre et un autre encore. Il arrive notamment, tu le sais, que ceux qui ont passé leur temps à controverser finissent par s'imaginer qu'ils sont devenus très sages et que seuls ils ont découvert qu'il n'y a rien de sain ni de sûr, ni dans aucune chose, ni dans aucun raisonnement, mais que tout est dans un flux et un reflux continuel, absolument comme dans l'Euripe, et que rien ne demeure un moment dans le même état. C'est parfaitement vrai, dis-je. Alors, Phédon, reprit-il, s'il est vrai qu'il y ait des raisonnements vrais et solides, et susceptibles d'être compris, ne serait-ce pas une triste chose de voir un homme qui, pour avoir entendu des raisonnements qui, tout en restant les mêmes, paraissent tantôt vrais, tantôt faux, au lieu de s'accuser lui-même et son incapacité, en viendrait par dépit à rejeter la faute sur les raisonnements, au lieu de s'en prendre à lui-même, et dès lors continuerait toute sa vie à haïr et ravaler les raisonnements, et serait ainsi privé de la vérité et de la connaissance de la réalité? Oui, par Zeus, dis-je, ce serait une triste chose. Prenons donc garde avant tout, reprit-il, que ce malheur ne nous arrive. Ne laissons pas entrer dans notre âme cette idée qu'il pourrait n'y avoir rien de sain dans les raisonnements. Persuadons-nous bien plutôt que c'est nous qui ne sommes pas encore saints et qu'il faut nous appliquer virilement à le devenir, toi et les autres, en vue de tout le temps qui nous reste à vivre, et moi en vue de la mort seule, car au sujet même de la mort, je crains bien en ce moment de n'avoir pas l'esprit philosophique, et d'être contentieux comme les gens dénués de toute culture. Quand ces gens-là débattent quelques questions, ils ne s'inquiètent pas de savoir ce que sont les choses dont ils parlent. Ils n'ont d'autre visée que de faire accepter à la compagnie la thèse qu'ils ont mise en avant. Dans le cas présent, je ne vois entre eux et moi qu'une seule différence, c'est que mes efforts ne viseront pas à faire croire à la compagnie que ce que je dis est vrai. Ce n'est là pour moi que l'accessoire, mais à me le faire croire autant que possible à moi-même. Voici, cher camarade, quel est mon calcul. Vois combien il est intéressé. Si ce que j'avance est vrai, combien il m'est avantageux de m'en persuader. Si au contraire il n'y a rien après la mort, je serai moins tenté, pendant le temps qui m'en sépare, d'ennuyer la compagnie de mes lamentations. Au reste, cette ignorance ne durera pas longtemps, car ce serait un mal, mais elle finira bientôt. C'est dans cette disposition d'esprit, Simmias et Cébès, que j'aborde la discussion. Pour vous, si vous m'en croyez, faites peu d'attention à Socrate, mais beaucoup plus à la vérité. Si vous trouvez que je dis quelque chose de vrai, convenez-en. Sinon, résistez de toutes vos forces et prenez garde que, par excès de zèle, je n'abuse à la fois vous et moi-même, et ne m'en aille en laissant comme l'abeille mon aiguillon en vous. Maintenant à l'œuvre, poursuivit-il. Rappelez-moi d'abord ce que vous avez dit, si vous voyez que je ne m'en souviens pas. Simmias, si je ne me trompe, a des doutes et craint que l'âme, quoique plus divine et plus belle que le corps, ne périsse la première, puisqu'elle est une espèce d'harmonie. Quant à Cébès, il m'a paru qu'il m'accordait que l'âme est plus durable que le corps,
Mais il a dit que personne ne sait si l'âme, après avoir usé un grand nombre de corps en maintes incarnations, ne périt pas elle-même quand elle a quitté le dernier, et si ce n'est pas justement la destruction de l'âme que consiste la mort, puisque le corps ne cesse pas un moment de périr. N'est-ce pas exactement cela, Simmias et Cébès, que nous avons à examiner? Ils convinrent tous les deux que c'était bien cela.